Attention, réveillez-vous, parce que ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années, on n'est pas encore prêt. Et j'avais observé qu'il y avait des lacunes en termes de littératie financière, de pédagogie, et aucun média ne veut parler de finance de façon simple. Je t'invite à aller voir le haut de gamme chinois. Leurs produits sont juste de meilleure qualité et moins chers. Mais c'est une bataille de perdu pour l'Europe. On aime trop discuter de conneries. Trop, mais c'est abusé. J'ai prêché dans le désert pendant 2, 3, 4 ans. Pendant 6 ans, je gagnais rien avec Parlons Finance. Quand l'État taxe les plus-values, mais ne reporte pas les moins-values. Waouh. Le retard qu'on est en train de prendre en Europe. Il faut dire les vérités en face. Effectivement, on a perdu du pouvoir d'achat en Belgique et en France, on a perdu de la souveraineté. Ok, on en est là. Comment peut-on évoluer ? Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Vraiment, merci beaucoup d'être là, Hamza. On te connaît tous sans vraiment te connaître parce que tu as créé l'une des premières chaînes sur les réseaux sociaux pour parler de la finance, qui s'appelle comment ? Parlons Finance. Tout simplement. Tout simplement, exactement. Magnifique. Donc, tu es le fondateur de Parlons Finance. Tu nous en dis un petit peu plus sur ton parcours, ce qu'est Parlons Finance, de quoi tu parles avec les gens. On comprend que c'est de la finance, mais précisément. En fait, moi, j'ai lancé Parlons Finance fin 2017. Dans le cadre de mes études, je faisais énormément de recherches et d'observations sur les marchés financiers. Et j'avais observé qu'il y avait des lacunes en termes de littératie financière, de pédagogie. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a que des médias anglo-saxons, Financial Times, Bloomberg, etc., etc., et aucun média ne veut parler de finance de façon simple. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, il y a Facebook, ça coûte pas trop cher de créer une page, lance-toi et crée Parlons Finance. Quelque chose de simple, on en parle. Et ça a été pas efficace au départ. Vraiment, pas beaucoup de gens s'y intéressaient. Je me suis jamais trop mis en avant non plus. Et puis, tu as prêché dans le désert. J'ai prêché dans le désert pendant 2, 3, 4 ans. Ah, quand même, ouais. Ouais, effectivement. Tu gardais la motivation pendant ces années difficiles. En fait, j'ai toujours voulu avoir un média. Ah ouais, d'accord. Très simple. Un média, démocratisation financière, éducation financière et finance en général. Un peu comme le revenu. D'ailleurs, je lisais le revenu bien avant que tu le rachètes. On en parlera. Tant mieux, tant mieux. Ah, c'était incroyable. Et du coup, donc j'ai toujours voulu avoir un média. Et avec les réseaux sociaux, j'avais déjà entrevu le potentiel que ça permettait d'en être. Que sur Facebook au début ? Au début, c'était que sur Facebook. 2017, 2018. Puis 2019, je crée une page entreprise sur LinkedIn en me disant que ça pourrait parler davantage aux adhérents LinkedIn, on va dire, aux souscrits LinkedIn. Des professionnels. Exactement, des professionnels, des consultants, des traders. Cadres supérieurs, etc. Des gens totalement. plus naturellement intéressés. Lisent, ça s'appelait déjà Parlons Finance ? Ça s'appelait déjà Parlons Finance. Qui lisent l'actualité économique, financière et qui s'y intéressent davantage. Et donc, une fois que j'ai créé sur LinkedIn, je voyais qu'il y avait plus d'engouement sur LinkedIn plutôt que sur Facebook à ce moment-là. Mais c'était encore très calme. C'était encore dans le désert. D'ailleurs, petite dédicace à M. Boujna, directeur de Euronext. J'étais très étonné de voir un commentaire ou un like de sa part sur un de nos posts en 2019. C'est le directeur d'Euronext. Ah oui, bien sûr. Place boursière européenne. C'est un gars, c'est une pointe, c'est une pointure. Incroyable. Et quand j'ai vu son like... Là, tu t'es dit, il se passe quelque chose. J'ai dit, attends, c'est bizarre ce que je viens de créer. C'est vraiment bizarre. Ça intéresse quelqu'un de très haut placé. Donc mais trop haut placé. Ouais. C'est le directeur d'Euronext. Tu te souviens du... C'était quoi ce poste ? C'était quel poste ? J'en sais strictement rien. J'ai déjà oublié. Mais je sais que ça m'avait marqué. Parce que voilà, ce type de personnage, ce type de personne qui like tes posts, ça signifie quelque chose de très très pertinent. Et donc, dès que j'ai observé ça, ça m'avait motivé. J'ai dit, il faut continuer à quelque chose. On ne parlait pas d'éducation financière. On parlait beaucoup de liberté financière. Oui, on voulait gagner de l'argent, mais pas forcément apprendre l'économie, apprendre la finance et tout ça. Le but, c'était pas l'apprentissage, c'était plutôt faut gagner de l'argent, faut être libre géographiquement. Il y avait cette tendance sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc, moi, je faisais de l'actu, je faisais des analyses, j'expliquais c'est quoi une action, une obligation, un swap. T'essayais pas de rendre les gens riches, c'était pas ton but, c'était de leur apprendre des choses. Je gagnais rien. Bien sûr. Pendant 6 ans, je gagnais rien avec Parlons Finance. 6 années, je n'ai pas vendu un post, un article. Déjà, j'ai pas fait de prospection. Ça, c'est de l'amour, ça, pour la gratuité de l'information. Purement, c'était purement de la gratuité. De la pédagogie pure. Exactement. Et c'est peut-être ce qui a fait, entre guillemets, la réussite du média, parce que j'étais tenu par aucun partenaire. J'étais libre de dire ce que je voulais. Tu pouvais dire du mal d'LVMH. Tant que c'est factuel, bien évidemment. Ça, c'est l'ADN de Parlons Finance. Il faut que ce soit factuel. Pas dire du mal pour dire gratuitement, évidemment. C'est de l'information. Et donc, ça a cartonné. Contenu chaud ou contenu froid ?
Les deux. Les deux. Les deux. On faisait atemporel, temporel, Les actualité. deux marchaient aussi bien l'un que Les deux l'autre. marchaient aussi bien, mais bien évidemment, tout ce qui est lié à la pédagogie contenu froid, je dirais, ça marche un peu moins bien. Il faut vraiment être intéressé. Comprendre c'est quoi un spread, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, comprendre que le Qatar va investir 14 milliards à Paris, tout le monde veut le savoir. Donc, en gros, c'est ça qui fonctionnait beaucoup. Et puis, ça a pris une grande ampleur à partir du moment où il y a eu la crise. Quel moment? La crise Covid. Ah ouais, 2020. Ouais, crise Covid, puis crise énergétique liée justement à l'offensive russe sur l'Ukraine. À ce moment-là, on a observé qu'il y a un engouement énorme pour la compréhension des enjeux économiques et financiers. Qu'est-ce que l'inflation? C'est quoi investir? Comment protéger mon patrimoine? Les retraites? Donc, il y a eu un engouement tel qui a fait que j'ai continué à bosser. Et boum, je voyais énormément de personnes qui suivaient la page. Ça grandissait. 40 000, 50 000, 70 000, 80 000. C'est bizarre, il y a quelque chose. Et donc, j'augmentais, je parle toujours en on, mais bon, j'augmentais mes on parce qu'il y a C'était toi et toi-même. Moi et moi-même au départ, et puis il y a eu quelques personnes qui nous ont rejoints pour justement... Comme quoi l'abnégation, tu vois, le travail de long terme, pas perdre espoir, se battre, pour toi c'est un exemple incroyable. Tu voulais créer ton média, c'était rien, personne ne le lisait, c'est tout petit. Et maintenant, c'est un truc qui est dans les tout premiers médias francophones du monde. Oui, exactement. Et tu as bien résumé. C'est l'abnégation, beaucoup de patience et de témérité. De la témérité même. De la témérité, parce que dans témérité, il y a mérité. Au plus tu bosses, au plus tu mérites. Moi, j'y crois fermement à la valeur, je dirais pas travail, la valeur effort. Mettre de l'effort et de l'amour. Forcément, ça aide à construire quelque chose de puissant, surtout quand on crée une marque, parce que ça doit t'incarner. Donc, parlons finance. Je l'incarne parce que j'aime beaucoup travailler. Moi, je suis un grand bosseur. Et donc, voilà, ça m'a amené là où j'en suis actuellement. Incroyable. Ouais, et alors, tu vas où maintenant avec Parlons Finance? Bah écoute, le but, c'est de continuer sur notre lancée, c'est-à-dire faire de l'actualité. Toujours sur LinkedIn? Sur LinkedIn, YouTube. Instagram? On a une chaîne de podcast aussi. Instagram également, on est fortement présent. Donc, on est vraiment multicanal. Donc, c'est-à-dire on est présent sur tous les médias, la majorité des médias sociaux, en règle générale. LinkedIn, majoritairement. Instagram, Facebook, Threads, Twitter, pas énormément. On a une chaîne YouTube, on a une newsletter. Donc, on est vraiment multicanal, je dirais. Et à côté de ça, il y a la partie aussi Hamzanaki où je prends la parole sur les réseaux sociaux pour donner mon avis. Parce que sur Parlons Finance, je ne donne pas mon avis. Tu prends jamais position? Je ne donne pas de position, mon avis. Je ne cherche pas à influencer. C'est peut-être ça le jeu. Lui, ose donner plus son opinion. Quand tu prends la parole à titre personnel, tu dis ce que tu penses de cette taxe, tu dis ce que tu penses de telle opération, etc. Ça marche bien aussi? Ça marche bien parce que là, j'incarne davantage le fondateur. Parce que le patron, j'aime pas le mot patron, c'est trop péjoratif. Le fondateur d'un média financier qui donne son avis sur des enjeux économiques, généralement, ça attire. Alors, c'est quoi les sujets de débat là, du moment? Les sujets de débat actuellement, c'est la taxe Zuckman déjà, de 1, qui arrive en Belgique. Hein, elle est arrivée en Belgique? Oui, effectivement, Zuckman qui est arrivé. C'est comme le Covid. Ça se propage. Ça arrive en France, puis ça vient chez nous. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'étais en France, et puis je reviens en Belgique. C'est peut-être toi qui l'as apporté, alors. T'as chopé le virus. Effectivement, c'est possible aussi. Et du coup, il y a la taxe Zuckman. Ah oui, donc là, la Belgique débat de la taxe Zuckman. Oui, exactement. Donc Zuckman, Gabriel Zuckman est passé sur Le Soir, qui est un grand quotidien journalistique belge. Pour explorer l'idée d'instaurer une taxe à 2% sur les ultra-riches, comment ça ramènerait à la Belgique. 1 milliard, 1,8 milliard, il disait. Donc il y a ce débat-là en Belgique, forcément. Puis il y a d'autres débats en Belgique. Je dirais, tu t'es positionné comment sur ce débat? Sur la taxe Zuckman? Moi, je pense que c'est pas pertinent. C'est pas pertinent puisque donc taxer une plus-value qui n'a pas été encore réalisée, c'est pas pertinent. Je comprends l'idéologie derrière, je comprends, parce qu'on a grandi tous dans la gauche en Belgique, la majorité en Belgique, c'est très socialiste. Quand il y a un gouvernement, parce qu'il y a... Quand il y a un gouvernement, parce que c'est très complexe de parler de la Belgique. Je préfère qu'on en parle une autre fois, parce que c'est trop complexe. Mais l'idée de taxer plus-value potentielle... Ne te plaît pas. Ça me plaît pas, c'est pas pertinent. Tout comme quand l'État taxe les plus-values, mais ne reporte pas les moins-values. Waouh! Donc mon portefeuille a fait moins 15%, ces moins 15% ne vont pas être reportés à l'année d'après. Bien sûr. Par contre, quand je fais 15%... Donc, je vais regagner 15%, on va me prendre sur... Je suis revenu au point de départ et on m'aura pris des taxes. Ça, je trouve ça un peu hallucinant. Évidemment. Mais on est là pour ça. Évidemment. C'est un peu notre rôle de mettre... D'où l'intérêt d'investir en société parfois, les amis.
Ah oui, parce que les sociétés, elles peuvent, C'est contrairement plus aux ta individus. casquette d'avocat qui parle. Exactement. Et on Alors, va y c'est revenir. quoi j'espère. d'autre les sujets du moment? La taxe Zuckman. Taxe Sur Zuckman. l'international, c'est quoi les sujets Géopolitique avec Ouais. Donald Trump forcément qui Ouais. mène une offensive internationale assez tonitruante, Ah. je dirais. Heureusement que la Belgique est là en Europe quand même pour tenir l'Union européenne. Hein. On sent que c'est un pilier Oui, grâce à la Belgique effectivement. essentiel. Merci Belgique, d'avoir acheté des hélicoptères d'ailleurs américains. Hein, ça. c'est vrai qu'on fait quelques erreurs, mais après, Plutôt que comme les- on parle les pas tous la hélicoptères même langue, en français. plus, On avait des hélicoptères français à vous vendre, vous êtes allé quand même aux États-Unis. moi C'est quoi cette dépendance, je Hamza prône le rapprochement entre la Belgique et la France fortement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu me vois L'intégration de souvent- la Wallonie en tant que, Non, ça je dirais région. pas à ce point. Non, je suis trop trop fièrement belge pour intégrer quelconque village que ce soit en France. Cependant, on parle déjà français et je trouve ça déjà incroyable. Moi, on m'a dit qu'il fallait surtout pas prendre la Wallonie parce que c'était un gouffre financier terrible. Oui, mais ça commence à changer. Tu sais, l'une des licornes les plus importantes vient de Wallonie, Ah en oui, Belgique. C'est vrai, Bah, laquelle Odoo, Ah oui, d'accord. tu connais certainement avec Ouais. Fabien Prinkars, Incroyable. qui est valorisé à plus de 8 milliards aujourd'hui. C'est génial. Donc, c'est l'une des licornes les plus importantes en Europe, qui est valorisée en Belgique. Donc là, sur le Moyen-Orient, ça buzz beaucoup aussi en ce moment. Tu dis Le l'actualité Moyen-Orient, forcément, en Iran, la guerre en Iran, Oui, le détroit mais d'Ormuz. bien évidemment, le détroit d'Ormuz bloqué, débloqué, rebloqué, on s'y perd un tout petit peu. Ça impacte beaucoup. Puis on a effectivement l'hégémonie chinoise sur l'électrique et sa mainmise sur le commerce mondial. Ah, j'ai des amis qui me disent, qui travaillent dans l'industrie automobile, ils me disent, mais dans 3 ans, c'est fini. Il y a Ils t'ont dit dans plus- 3 ans. Ah ouais. Ils sont généreux. Peut-être, mais ils te disent vraiment, en fait, les Chinois ont abandonné les anciennes technologies thermiques. Ils se sont dit, on va tout miser, parce qu'on a trop de retard sur le thermique, on va tout miser sur l'électrique. Et là, ils ont une avance technologique et évidemment un coût de production qui est moindre, ce qui fait que leurs produits sont juste de meilleure qualité et moins chers. Donc, le consommateur, il va vite choisir. On va essayer de donner des avantages, des subventions, C'est etc. une bataille de mais- perdu pour l'Europe. Ah, c'est une bataille qui va être très, très, très compliquée. C'est- C'est navrant, hein, parce que surtout en France, tu vois, Peugeot, Renault, Citroën, c'était des grandes familles, des grandes C'était- maisons, des grands noms. Stellantis. Stellantis, évidemment. Et- Les Allemands. Ah bah, alors les Allemands, ils ont peut-être encore une carte à jouer sur le haut de gamme, quand même. Tu vois, l'industrie allemande est peut-être... Je t'invite à aller voir le haut de gamme chinois. Ouais. Tu sais, je reviens de Chine. J'étais en Chine. Je reviens pas de Chine, mais j'étais en Chine il y a quelques mois. Il y a une chose que les Chinois ne pourront pas inventer. Pardonne-moi, je te laisse terminer, mais c'est la marque. Ok, Tu peux pas inventer une Porsche. Tu vois, Porsche, c'est une marque, c'est tout. Ça existe. BMW, c'est une marque. BYD, c'est pas une marque. On la connaît pas, BYD. Ça fait flipper même, tu vois. Ok, Alors, je t'en prie. je t'entends, mais je suis pas forcément d'accord parce que j'étais en Chine, j'ai senti la puissance et je l'ai senti T'as de senti le l'intérieur, dragon de se oui, réveiller, quoi. le fameux dragon céleste là, dont il parle souvent. Et quand j'ai senti cette force, C'est je une- suis pas payé par le gouvernement chinois, donc les commentaires sur le PCC Ah. qui a financé Amzalaki, je suis pas du tout financé par eux, je suis financé Il y a par que personne. le roi du Maroc qui pourra acheter Ouais, ouais, Amzalaki. mais effectivement, mais même pas. Quoique, on verra. Bref. Et donc, j'étais en Chine, j'ai ressenti, mais effectivement, la puissance. Et tu sais qu'ils font appel aux meilleurs designers européens pour designer leurs véhicules. Donc, en termes de luxe, je pense qu'ils vont bientôt nous dépasser. Donc tu Dans penses que quelques années- même sur le secteur Ouais, du clairement. luxe, du haut de gamme, ce sera un haut de gamme moins Il faut cher. voir les marques, Xpeng, Leap Motors, Mais je les connais pas. BYD. C'est quoi BYD. Mais on les connaît pas, tes marques. C'est quoi ça Pas encore. On a l'impression que c'est un truc sorti de Wish. On a l'impression qu'on va acheter des stylos, des chaussettes, là. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas. Non, mais l'industrie allemande, c'est terrifiant parce que c'est un pilier de C'est l'Europe, vrai. quand même, l'industrie En fait, automobile tu sais, allemande. quand je dis ça, je suis triste pour nous. Parce que l'Europe, c'est nous. OK ? Évidemment. Quand je dis ça, c'est pas pour dire ouais, vive la Chine, etc. Ma voiture n'est pas chinoise. Hein. C'est pas pour dire vive la Chine, etc. Mais c'est plutôt pour dire attention, réveillez-vous. Parce que ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années, on n'est pas encore prêt. Même s'il y a un engouement tel qui fait qu'on investit dans des ETF, on est tous contents. Ok, c'est pas ça qui va changer les choses. Comme tu dis, la Chine a un avantage comparatif absolu sur la chaîne de valeur de construction de véhicules électriques. Ne serait-ce qu'avec les batteries. Bien sûr. Rien qu'avec les batteries, ils ont une dominance faramineuse intégrale sur le marché européen. On a essayé de les concurrencer en finançant à coups de milliards et de milliards des startups, les Norvolt et autres. Norvolt Fight. Ça faillite. Faillite. C'est terrifiant. Non, le retard qu'on est en train de prendre en Europe Ouais. sur les sujets industriels, il est terrifiant. Et tu sais, là où la Chine se réveille aussi le dragon, c'est pas que industriel, c'est aussi culturel. Exactement. Ça, c'est dingue, mais il y a beaucoup de productions culturelles, de films, de séries, et même de restaurants. Le Wake Chou, là, c'est le fameux les bubble tea. S'il y a plus de Wake Chou,
que de McDonald's. Ouais. Il y a vraiment une déferlante chinoise qui arrive. On s'était dit, quand la Chine se réveillera, elle Le monde s'est tremblera. réveillée. Et le monde ne tremble pas encore. Cependant, il y a une méconnaissance de l'autre. Tu sais, on est beaucoup dans de l'entre-soi, on est dans un esprit historique colonial, on est dans un esprit de supériorité, ça c'est très important à noter. Il faut dire les vérités en face. Il faut savoir accepter une vérité, se dire « Ok, on en est là, comment peut-on évoluer ?» Et il y a peu de gens, soit on bâillonne leurs paroles, on ne les laisse pas s'exprimer pour dire « Les gars, on doit faire attention », soit ils n'osent pas se parler. Énormément d'intellectuels que je rencontre n'osent même pas exprimer cette crainte. Moi, je connais pas. Bêtement, il y a un gars, comment il s'appelle? J'ai son livre dans mon sac. Bienvenue en économie de guerre. Il a un livre, il a écrit Bienvenue en économie de guerre. J'oublie toujours son prénom et son nom. Bref, Bienvenue en économie de guerre. Et lui, il en parle. De la déferlante chinoise. Il habite à Hong Kong, le gars, donc il connaît bien le marché. Alors, c'est quoi le destin de l'Europe pour toi, Hamza, qui aime parler finance, qui connaît les sujets économiques et autres? C'est la France, l'Europe, dans tout ça, avec le bulldozer chinois qui arrive, l'allié américain qui nous abandonne, l'agresseur russe, la montée en puissance des monarchies du Golfe. Il reste quoi à l'Europe là, aujourd'hui? L'Europe doit savoir tisser des liens et arrêter les débats inutiles. On aime trop discuter de conneries. Trop, mais c'est abusé. On doit parler de choses concrètes. Construction, mise à l'emploi, réduction de chômage, innovation, investissement. On doit parler de sujets concrets qui vont permettre à l'Europe d'avancer, de récupérer sa place, entre guillemets, d'exemple au niveau des droits de l'homme, au niveau d'industrie, au niveau de l'innovation. Tu sais, on est un peuple d'ingénieurs. Énorme. On a les meilleures écoles du monde, parmi les meilleures écoles du monde. Les écoles de mathématiciens en France. Ingénierie, etc. Bien sûr. Et on doit composer avec tout le monde. Aujourd'hui, on est en dispute interne. Les gens se disputent en interne. C'est pour plus de fédéralisme européen? Fédéralisme européen, selon moi. Ah oui. Selon moi. Parce que se séparer mise en de commun l'Europe, de la diplomatie, se séparer de des l'Europe, armées oui, il faudrait une armée forte. européenne. C'est un avis. C'est un avis. Après, j'ai peut-être tort. Une armée forte européenne. Tant que tu dis pas que tu es pour l'euro, ça va, il n'y aura pas de commentaires négatifs. Si tu commences à dire que tu es pour l'euro, là tu auras des problèmes. Tu sais, c'est une question sur laquelle je ne me suis pas reposé encore, donc je ne peux pas répondre. Ah, tu n'as pas d'opinion sur l'euro? Sur l'euro, non. Pour moi, l'euro. Tu n'as pas fait une religion sur l'euro? Non, je ne me suis pas fait de religion sur l'euro. Positive ou négative Écoute, moi, j'ai connu massivement l'euro. Ah bah. J'ai connu massivement l'euro. Dès que je suis né, effectivement, on a perdu du pouvoir d'achat en Belgique et en France, on a perdu de la souveraineté, mais je pense que le projet européen, c'est un projet long terme. Le pouvoir d'achat, il a augmenté quand même. On n'a pas perdu en pouvoir d'achat. Tu penses? Ah non, c'est certain. Le pouvoir d'achat, aujourd'hui, avec un salaire moyen, tu as plus de biens que tu n'avais avec le salaire moyen de l'époque. Beaucoup de gens disaient l'inverse. Oui, mais ça, c'est une vue d'esprit. Non, les statistiques montrent qu'on a augmenté en pouvoir d'achat. Mais il y a une critique à faire sur l'euro, qui est aussi une inadéquation entre une monnaie et une économie. On a peut-être un euro pensé pour justement des marques fortes à forte valeur ajoutée, avec une monnaie très stable, là où la France, je ne sais pas pour la Belgique, avec des biens de moins haute qualité, avoir une monnaie qui peut se dévaluer, ça peut aider à l'export. On se dit, c'est moins cher d'acheter dans cette monnaie-là. Donc, la liberté de la monnaie par pays permet d'adapter aussi l'économie qu'on a. Alors, c'est un problème plus supranational. Ça peut être à la Commission qui a un problème. On a des mauvais stratèges. Ah bah ça, la Commission, je crois qu'il y a l'unanimité en Europe au moins pour dire que la Commission est très mauvaise. Si on a des problèmes à la Commission, c'est à la Commission qui a un problème. Mais toi comme moi, n'avons aucun impact sur ce qui se passe à la Commission. Et c'est ça qui est triste aussi. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. À ce niveau-là, la démocratie, on la ressent pas réellement. D'ailleurs, parfois, on a des règles européennes qui sont mises en place et mises en pratique dans des petites villes, etc., parce que c'est l'Europe. Ouais. Du coup, ils perdent leur souveraineté même de ville ou de commune. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais je pense que c'est un processus qui va prendre du temps. Mais il faut une Europe forte, soudée, très important, surtout dans un monde qui va se multipolariser. Qui va se multipolariser avec des puissances, comme tu l'as exprimé, chinoises, états-uniennes qui vont développer un protectionnisme à outrance et qui le font d'ailleurs. Donc, ils se racrapotent dans leur territoire. Les Chinois qui se racrapotent sur leur territoire et les Russes également. À l'époque, les Russes voulaient créer un partenariat avec l'Europe. Ça aurait été le partenariat incroyable qui aurait permis à l'Europe... Alors là, en commentaire, il faut rebondir là-dessus. Le partenariat avec la Russie proposé par Hamza, là je t'écoute.
Oui, effectivement. Donc, parce que la Russie, c'est un vaste territoire avec des ingénieurs de haut rang, Des pas la ville, ressources incroyables. des ressources incroyables, des gens forts, une armée incroyable également, un PIB quand même qui dépasse, je crois, 1800 milliards. Et qu'il y avait normalement ce partenariat entre l'Europe et la Russie. La Russie manque d'ingénieurs, pas d'ingénieurs, de créativité, d'un marché comme l'Europe, etc., le vieux continent, etc. L'Europe manque de gaz, de pétrole, de ressources, etc. Donc c'était un partenaire total. Par contre, il y a effectivement les Américains qui ne l'ont jamais accepté. Du coup, ils ont mis pression à, comment elle s'appelait encore, Merkel, pour que ce partenariat ne voit jamais le jour. Parce que si ils savent, je crois Kissinger dans l'échiquier mondial le disait, si l'Europe s'allie à la Russie, c'est bon, la concurrence américaine elle est faite. Du coup, ils allaient perdre leur place d'hégémonie. Donc, ils ont tout cassé. Tu penses que les Américains, c'est vrai que Trump a été toujours très défavorable au fameux pipeline qui devait relier l'Allemagne, Nord Stream 2, Nord Stream 1, puis Nord Stream 2, la Russie. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais qui a cassé Nord Stream? Les Ukrainiens. Voilà. Il faut le remettre sur la table. Et on avait accusé la Russie de l'avoir fait. Il faut le remettre sur la table. Bien sûr, c'est pas c'est ça l'éveil de conscience. C'était l'Ukraine qui avait saboté Nord Stream 2. Ah oui, donc pour toi, il y a un rendez-vous manqué entre la Russie et l'Union européenne ou l'Europe. Et maintenant, on arrivait à une phase où ça va être compliqué. On est dans un bourbier de rupture ultra violente. C'est-à-dire que maintenant, les drones survolent la Pologne, les attaques informatiques en France, l'Allemagne qui se réarme massivement pour faire face à la menace russe. Enfin, il y a même de vraies craintes quant à une invasion des pays baltes, de la Suède. Donc, il y a une confrontation. C'est la résultante de ce qui s'est passé les 20 dernières années. Moi, je suis contre ce que fait Poutine en Ukraine, clairement. Je le dis haut et fort. Quel courage. Merci. Et je gagne rien en le disant. Et je suis totalement contre, parce que je suis contre toute guerre. Moi, je suis un homme de paix. Voilà. Je suis contre toute guerre, vraiment. Très important. Je pense que la diplomatie... Ça, j'adore chez les Français. On attend, Hamza, le mai qui arrive, là. On sent qu'il y a un mai. Vas-y. Ouais, moi, je suis contre toute guerre. Mais ce qui se passe n'est que la résultante et la conséquence d'accords passés qui n'ont pas été respectés qui ont été malheureusement dévoyés, qui ont été parfois truqués, etc. Donc, soit il faut des gens de paix des deux côtés. J'adore les gens de paix parce qu'ils arrivent à dialoguer. Donc toi qui n'es pas acheté par la Russie, c'est évident, tu défends l'idée que cette guerre est la résultante d'une forme de provocation ou de non-respect des accords côté ukrainien. Pas côté ukrainien, c'est plus long. D'accord, plus global que ça. Plus global que ça. Les Ukrainiens, ils n'ont rien demandé. Il y avait les accords de Minsk quand même qui n'ont pas été... Il y avait les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés forcément pendant un certain temps. L'autonomie de certaines régions, sur l'utilisation du russe à l'école, etc. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est un côté influence. Il y a partout cet aspect entre voisins, etc. Nous, en Europe, on a moins ce problème parce qu'on est régi par l'Europe, etc. Contrairement à l'Algérie et le Maroc. Algérie et Maroc, il y a encore des tensions, effectivement. Donc, énorme. Et qui sont très malheureuses parce que, encore une fois, moi, je suis un homme de paix. Je ne vois pas pourquoi on devrait se battre pour un drapeau. Ou pour un désert. Pour un désert. Quoique, parfois, dans le désert, il y a quelque chose... il y a des trésors. Quelque chose qui se cache. Moi, je n'ai pas encore été au désert, du coup, je ne peux pas savoir. Mais apparemment, certaines personnes disent qu'il y a du pétrole. Bref, pour revenir à l'histoire de l'Europe, pour moi, l'Europe, elle a des dépendances gravissimes. Énergie, parfois, elle n'a pas de main-d'œuvre. Les gens ne veulent plus bosser. Une démographie vieillissante. À partir de ce moment, il faut se mettre face au fait. Il faut discuter comme quelqu'un de pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dispute en interne pour dire eux, ils prennent nos jobs? Je ne savais pas que tu voulais faire Uber Eats. C'est vrai. Je ne savais pas que ton rêve, c'était de faire Uber Eats. Il faut le dire. Donc, on est dans des disputes futiles qui nous font perdre du temps, de l'énergie et de la cohésion. La cohésion, c'est la base d'une nation forte. Et on est en train de... Terrible. Alors l'Algérie et le Maroc, ça se passe comment? Parle-moi, dis-moi un peu plus. Je ne suis pas un expert du domaine. Non, je suis pas un expert. Le Sahara occidental est quand même disputé entre les deux. Toi, tu dis occidental, l'autre va dire Sahara marocain. Ouais. Moi, je suis marocain, donc je ne vais rien dire. Voilà, tout simplement. Non, mais j'ai vu, je crois que les PIB mutuels de ces deux pays, c'est de l'ordre de 20% de PIB perdus en absence d'échanges commerciaux. En absence d'échanges commerciaux entre les deux, malheureusement. C'est dingue. Et c'est totalement triste, parce que moi, je pense
que si le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, peut-être l'Égypte, je dirais au moins les 3 premiers, arrivaient à s'entendre et à dialoguer, la puissance économique qu'ils deviendraient serait pharaonique. Pharaonique, parce que l'Algérie détient des ressources naturelles colossales, aussi beaucoup de compétences. Attention, les Algériens très intelligents, très 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 forts. On en doute souvent, on n'en parle pas souvent, je pense. Les Marocains aussi ont aussi une culture, tourisme. Ils ont des industries assez sophistiquées, développées. L'immobilier, la construction. L'immobilier, effectivement. Ils arrivent à attirer des capitaux. C'est un pays stable, pas trop de guerre, pas trop de. La Tunisie, disons, ils ont beaucoup de ressources également. Mais si les 3 se réunissaient, je pense que ça pourrait devenir une économie équivalente à la France. Et je pèse mes mots. À la France. Ouais. Et les tensions sur le Sahara sont assez... Oui, c'est politique. Ouais. C'est stratégique. Le but de la politique, c'est de prendre des décisions liées à une idéologie. Et tu sais que la France devrait être l'une des premières puissances pétrolières du monde. Ah ouais? Ouais. Dis-moi. La Guyane. Figure-toi qu'en Guyane, on s'interdit d'exploiter, je crois, l'équivalent de 100 000 barils de pétrole qui sont dans les eaux territoriales guyanaises, qui sont en train d'être pompées par nos voisins, parce qu'une nappe de pétrole, elle ne s'arrête pas à la frontière, elle peut aller un peu plus loin. Et donc les Français font rien. Le Brésil, le Suriname et autres. Ouais. Les Français s'interdisent, pour des raisons écologiques, d'aller forer dans les eaux territoriales guyanaises des centaines de milliers de barils de pétrole, ce qui représenterait en termes de PIB des sommes absolument considérables. Et la France pourrait être une puissance pétrolière. Et on se l'interdit. Surtout la France a des géants de l'industrie. Ah bah bien sûr. Total rêverait d'y aller, bien sûr. Morel et Prom et autres. Et c'est pour des raisons purement idéologiques qu'on n'y va pas. Donc tu vois, nous, on en a des puits de pétrole, on ne va pas les chercher et vous en disputez pour en avoir. Donc c'est quand même c'est terrible. C'est fou. Ouais. Quand tu dis vous, je suis belge. Personne n'est parfait, Hamza. Oui, je sais. J'aurais pu être français aussi. Mais oui, donc j'aurais pu être émirati, parce qu'on faisait la blague juste avant. Mais oui, donc pour moi, toutes ces questions-là sont nécessaires à traiter, à comprendre pour tout un chacun. Et puis donc voilà, Parlons Finance a été bâti sur base de mes recherches. Moi, je lis beaucoup l'actualité, des livres aussi de penseurs économiques et autres. J'ai étudié la finance. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un média qui s'est bien développé et on en est loin. Et toi, du coup, tu es avocat, c'est ça? Moi, alors, figure-toi, je suis avocat au barreau de New York, au barreau de Londres. J'étais avocat au barreau de Paris et je me suis retiré récemment. Je me suis fait omettre pour me concentrer justement sur ma vie entrepreneuriale. Tu vois, j'ai racheté le revenu. Contrairement à toi, j'ai pas eu le courage de faire des années dans le désert pour lancer un média. Donc effectivement, j'ai racheté le revenu. On le continue, on le modernise. Tu vois, on fait des podcasts, on lance les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est là que sont les nouveaux lecteurs, les auditeurs. Voilà, quand on va faire un média, on peut pas se passer ça. On a eu une discussion, je te rappelle. Ouais, avant que tu rachètes le revenu, je pense qu'on a discuté directement sur LinkedIn. Et puis, on a échangé par rapport à Parlons Finance. Exactement. Et félicitations. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre ce risque? Je pense comme toi, la passion pour le média, la passion de la pédagogie, la passion d'apprendre des choses à d'autres personnes, d'apprendre soi-même, évidemment. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc, moi, j'adore l'entrepreneuriat. Et me dire, bah voilà, on a une vitrine sur le monde, on peut parler au monde. Et sur un sujet, nous, on est moins économie que toi, plus placement. C'est pour ça que j'ai racheté aussi le Nouvel Économiste récemment, pour avoir une verticale plus économie, froide, prendre de la hauteur sur la macroéconomie, etc., l'entreprise. Le revenu, c'est quand même les placements, l'épargne, l'investissement, etc. Il y a tellement d'arnaques. Il y a tellement de mauvais coups à prendre. Il y a tellement d'argent à perdre en frais, etc., même au-delà des arnaques. C'est un sujet tellement délicat. Tu vois, moi, j'ai vraiment du respect pour la personne qui a travaillé toute sa vie, qui a mis quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'euros, qui veut préparer sa retraite, qui veut transmettre à ses enfants, qui veut pas se faire éclater par la fiscalité, qui veut pas tomber dans un piège, qui veut avoir un bon placement, qui ne va pas non plus les laisser sur des livrets à 1 ou 2%. Donc, tu vois, être au cœur de ce débat-là et encourager les gens à découvrir de nouveaux placements, les comprendre. Nous, on est toujours au revenu. Si tu ne comprends pas, tu n'investis pas. Voilà. Moi, j'ai fait l'erreur d'investir en crypto. Je vais te dire, je ne connaissais rien. Je suis allé sur Revolut, au moment du bull run, évidemment. Donc, je me suis pris voilà, tu vois. Donc, maintenant, mon portefeuille, il a pris moins 80%.
Mais j'ai pris... Comme 90% des gens. J'ai pris ma perte, je la méritais, je connaissais pas, j'y suis allé parce qu'il y y avait un truc. Exactement, j'ai pris mon argent, je l'ai mis par la fenêtre, c'était pareil, franchement c'était la même chose, ça aurait duré moins de temps, ça aurait été moins long. Donc voilà, j'ai fait cette erreur. C'était une grosse somme? Et non, c'était quelques milliers d'euros, tu vois, Okay. non, rien de terrifiant. Mais j'ai fait vraiment l'erreur, et avoir un média pour parler sérieusement, pour parler de manière libre aussi, indépendante, on est, tu vois, comme toi, il n'y a qu'un seul actionnaire, il est devant toi. Donc, il n'y a pas de Bernard Arnault, il n'y a pas de gens qui tirent les ficelles. Donc, tu gères tout seul le revenu? Enfin, je veux dire, c'est toi l'actionnaire principal? Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et tu as disclosé le prix auquel tu l'as racheté ou pas? C'était public. Parce que tu l'avais pas parlé sur LinkedIn. Ouais. C'est public. C'est une décision du tribunal. On a payé 250 000 euros. Mais après, il y a beaucoup de dettes, on reprend des salariés, oui, bien sûr, etc. tu reprends toute l'entreprise, le passif et l'actif. Exactement. Alors, pas tout le passif, quand même, heureusement, parce que la procédure du tribunal fait que. Mais tu vois, il y a plein d'abonnés à qui on a envoyé gratuitement des magazines. Parce qu'en fait, ils s'étaient abonnés chez l'ancien éditeur, et nous, on a repris les éditions, et on a quand même envoyé les magazines aux gens qui n'avaient pas payé pour nous. Donc, on a été très attachés à ça. Donc oui, être au cœur de ce sujet essentiel qu'est l'argent, moderniser le débat aussi, parce qu'il n'y a pas que tu vois, des livrets classiques où on peut mettre son argent. La France est très... dans l'épargne, moins dans l'investissement. Donc, encourager aussi plus à de l'investissement, mais raisonné, intelligent, créer des ponts entre l'économie réelle et l'épargne populaire. Ça, c'est très important, parce que nos entreprises ont besoin d'argent, elles ont besoin de se développer. Les gens peuvent aller chercher plus de rendement en faisant dans des obligations d'entreprise ou dans des actions d'entreprise. Donc ça, je l'encourage fortement. Donc, essayer de peser de manière positive sur le débat, sur l'argent, pour aider les gens à prendre de meilleures décisions sur un pan on en a parlé, on est tous les deux pères de famille, l'essentiel, c'est pas l'argent. Mais voilà, dormir sur ses deux oreilles, avoir son argent qui est bien géré, il n'y a pas trop de frais, ça fonctionne bien, on le dilapide pas, on le place intelligemment, on prend du risque quand on veut prendre du risque, la sécurité quand on a besoin de la sécurité, de la liquidité, etc. Donc pour moi, c'était au cœur de ce débat. Et puis maintenant, c'est une aventure qui se diversifie. J'ai racheté le Nouvel Économiste, je vais racheter d'autres médias, je pense, dans cette verticale économie, finance, entrepreneuriat, finance personnelle. C'est pas une offre que tu me fais là. Tu m'envoies pas un message en direct. C'est une Eloï en direct qu'on va signer. Eloï, intention d'achat, c'est lettre offre d'intention. Finance, t'as un boulevard. Ouais. Moi, je serais toi. Ouais. Je développerais l'interview Parlons Finance. C'est ça qui se commercialise bien, qui marche bien, qui est très écouté, etc. Ok. T'as une force incroyable. T'as été fort là où les gens sont d'habitude faibles. Écrire des posts sur LinkedIn, tu regardes tous les posts, ils font 10 likes, etc. Toi, tu fais des centaines, c'est très, très fort. Il y a un format qu'il faut que tu fasses, c'est plus d'interviews, interviews de dirigeants, interviews de cadres, etc. Tu as raison. Tu vois, un petit investissement dans je devrais peut-être lever des fonds, je crois, pour restructurer un peu l'équipe. Et... Ouais. Je te tiendrai au courant. Tu pourrais. Je te tiendrai au courant. Bon, bah écoute, Hamza, tout ça est passionnant. Très heureux. C'est dingue. Tout ce qu'on a évoqué là, ton parcours, un petit peu en le plus, mien. C'était assez rapide et c'était pas préparé cet échange. C'était pas préparé, c'était naturel. C'était un échange totalement naturel. Écoute, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce que l'entrepreneur que tu es donnerait comme conseil aux gens qui nous écoutent, à la fois entrepreneurs dans le monde de la finance, etc. C'est quoi ton conseil de vie là? Continuer de s'instruire de manière inlassable, donc inlassablement. Être patient, parce que parfois une chance ne toque pas à la porte de l'impatient, même en investissement d'ailleurs. Surtout en investissement. Surtout en investissement. L'impatience dans l'investissement, c'est pas bon. C'est vraiment le risque émotionnel le principal. On achète. Ah non, ça descend. On vend à la baisse et on rachète quand c'est haut. Et ça, bien s'entourer. Parce que parfois, on est dans un écosystème, un environnement dans lequel il n'y a pas de génie. Il n'y a pas d'esprit d'entreprise, de positivité. Du coup, on reste avec des gens négatifs qui nous tirent vers le bas. Alors, il faut sortir de ce groupe, rencontrer d'autres gens, apprendre des autres et puis se remettre toujours en question. Avoir raison, pour moi, c'est aussi un défaut. Ouais. Trop avoir raison. L'humilité de la pensée. L'humilité. Par exemple, tout ce que j'ai dit dans ce podcast, peut-être que demain... tu seras en désaccord avec toi-même, et tant mieux. Le but, c'est d'apprendre constamment et puis... jamais s'arrêter sur ses acquis. Exactement. Trop bien. Son acquis. Bah écoute, merci mille fois, Hamza, d'être passé au Revenu. Avec grand plaisir. Je reviendrai. Quand tu veux. Et quand je serai revenu, on fera un autre podcast.